Bonjour tout le monde, on va attendre 30 secondes de plus de nature à que plus de monde nous rejoigne et on va commencer par la suite. Minutes, 10 minutes, but by all means, you're always welcome to use the chat function to type in any questions. I think you should all be familiar with that. It's the one on the kind of bubble that says chat, and then please use your raise hand function should you want to ask your questions, and that you will have to use your reactions emoji to then raise your hand. Next. The session is being recorded and your attendance is silent assent to be recorded. All the PowerPoints and the recordings will be shared with those who have registered after the call, and a certificate of attendance sponsored by the University of New Mexico will be available via the link in the chat at the end of the session, should you need confirmation of attendance. Next. And just to say that our partner, Project ECHO, which is a fantastic partner, collects all the registration, participation, questions, answers, any of the chat comments and poll responses to continue to do data analysis for its ECHO programs. Your personally identifiable data will be shared with the project funder. The data may be used in a summation form for reports, maps, communications, surveys, quality assurance, evaluation, and research to inform new initiatives. Next.
So welcoming you all again to the Learning Collective Initiative. This may be your 6th session that you've participated in. It may be your first. To say this is something sponsored under the COVID-19 development partnership, where we focus on 34 concerted countries for support. And we've had 6 sessions so far, primarily directed on trying to support national authorities responsible for COVID-19 vaccine introduction. And we provide this platform as a way to facilitate peer-to-peer country learning on the different COVID-19 vaccination experiences. Next. So as I said, this is our 6th session. It's the best practices on integration of COVID-19 vaccination into PHC essential immunization. And we are extremely honored to have 2 colleagues with us, Dr. Boravit from Chai, Cambodia, and Dr. Gladys Benavides-Alvera. Dr. Gladys et Isabella du ministre de Santé de la Colombie qui vont parler un peu plus sur elles vont commenter les présentations. We will kick off in the next section a bit of a short poll. Donc, on va commencer par un petit sondage de nature à voir qui est ici. Donc, il y a eu un petit souci en matière d'interprétariat, mais bon, tout est maintenant. Et ensuite, suite au sondage, on va passer à la présentation de mes collègues. Mais on va commencer avec le sondage. On a à peu près 85 personnes dans cet appel, donc ça va prendre quelques petites minutes. Est-ce que je peux avoir le sondage? Et je demande aux panélistes de ne pas toucher l'écran. Vous ne pouvez pas participer au sondage. Vous allez donc voir maintenant les questions devant votre écran. Vous pouvez voir que les questions sont écrites en anglais et en espagnol. Donc, si vous pouvez écrire répondre aux questions dès maintenant, il va falloir cliquer sur les réponses afin d'avoir le texte en complet. Donc, nous n'avons pas encore de participants, une personne, mais la question est quelles sont les meilleures voies quels sont, à votre avis, les principaux bénéfices d'intégrer la vaccination contre le COVID-19 dans le programme d'immunisation, attention primaire de santé? Nous savons durabilité, passer d'une vaccination en masse vers un service d'immunisation régulière. Une autre réponse, c'est profiter des ressources liées à la COVID-19 pour renforcer l'immunisation, les APS et la préparation. De même, épidémiologique. Et il est probable de devoir avoir besoin de doses de renforts périodiques pour les groupes à haut risque. D'accord, donc nous avons assez de réponses. Donc, la durabilité est un des moteurs principaux. Donc, je vois les résultats, mais je ne suis pas sûre que tout le monde puisse voir les résultats. OK. Super. Donc nous avons 85% de personnes ont dit que profiter des ressources de la COVID est assez pertinent. De même,
épidémiologique, 42%, mais bon, ce n'est pas vraiment un des moteurs principaux. Parfait, on va passer donc à la suivante question. Donc, question 2, il n'y a qu'une seule réponse. Donc, la question est à quelle mesure votre pays est en train de déployer l'intégration de vaccination contre la COVID-19 dans les programmes d'immunisation attention primaire de santé de 0 sans besoin d'intégration à 5 tout à fait intégré. Réponse numéro 1, sans intégration avec l'immunisation APS. Réponse numéro 2, légèrement intégré avec immunisation APS. Troisième réponse, intégré en quelque sorte avec l'immunisation APS. 4, plutôt intégré. 5, tout à fait intégré. Sachez que cette présentation est enregistrée et sera disponible à l'issue de cette présentation. Parfait, donc on va voir les résultats. Donc, nous avons une courbe de Bell où nous avons intégré en quelque sorte atteint le pic. 14% des personnes déclarent qui est plutôt intégré, tout à fait intégré, 31% légèrement intégré. Alors, troisième question. Donc, pour la question numéro 3, c'est un peu à plusieurs réponses. Vous pouvez répondre, vous pouvez choisir toutes les réponses que vous souhaitez. Donc, la question se lit, dans votre pays, quelles sont les zones dans lesquelles l'intégration de la vaccination contre le COVID se passe? Les réponses: génération de demandes et engagement de la communauté avec d'autres activités en lien avec l'immunisation, approvisionnement et chaîne à froid, livraison conjointe pour le vaccin COVID associé à d'autres vaccins, par exemple le vaccin pour l'influenza et d'autres vaccins, une livraison conjointe du vaccin COVID-19, renforcement des systèmes d'information, profiter de la force de travail profiter du système de santé lié à la COVID-19 pour venir renforcer les programmes d'immunisation. Donc, nous voyons que l'intégration reste le plus commun. La chaîne d'approvisionnement, les logistiques, bon, c'est pas étonnant de voir que la génération de demande l'engagement de la communauté avec d'autres activités liées à l'immunisation reste assez importante. Mais bon, nous pouvons voir qu'il y a des interventions en matière de santé avec 36%. Intéressant. Donc, des questions de plus. On essaie d'avancer un peu plus vite. Donc, numéro 4, ça n'applique que aux pays qui ont accès à un financement Gavi. La question est, est-ce que votre pays a intégré les activités de vaccination contre la COVID-19 dans le cadre d'une demande de CDS de Gavi?
Parfait, on va regarder les résultats donc. Donc, 30, donc il y a 35 pays qui ont répondu. Donc, 53% de ces pays, ils déclarent oui, ils sont inclus, ils ont pris en compte les activités d'intégration de la vaccination contre le COVID comme partie, comme intégrées dans les dossiers pour leur application CDS de Gavi. Voilà, cette question pour les personnes qui ont répondu oui. Et pour quel type de... La question est maintenant, pour les personnes qui ont répondu à l'affirmative, pour quel type d'activité d'intégration de la vaccination contre le COVID-19 avez-vous demandé un financement? Donc, c'est-à-dire si vous avez demandé un financement Gavi, vous pouvez l'écrire dans le chat. Et ensuite, on pourra fermer le sondage. Et on va rentrer dans les vifs du sujet. Dans les présentations, on va continuer avec les diapositives. Donc, je vais demander à ma collègue de commencer sa présentation. Merci énormément, Diana. Donc, je suis un docteur médical et j'appartiens à l'équipe ANES sur la planification et le déploiement de la vaccination contre le COVID dans les programmes d'immunisation et je participe de même dans les systèmes de santé primaire. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur certaines des questions qui ont été soulevées avec les conversations avec les autres pays dans d'autres réunions. Donc, ce serait intéressant de définir le contexte actuel. On sait qu'il y a une certaine incertitude. Il y a des choses qu'on sait maintenant. À gauche, par exemple, nous savons qu'existe l'infection hybride dont la couverture, la base d'une couverture chez les personnes âgées, oui, on sait que le taux de mortalité dans ces groupes est assez important, de même que le risque d'hospitalisation pour les personnes âgées. De même, nous savons que les vaccins ont été utilisés maintenant comme des doses de renforcement, mais pas d'une façon systématique. Et maintenant, qu'est-ce qui reste méconnu? La durée de protection du vaccin ainsi que la protection contre le long COVID, nous nous interrogeons de même sur la dose optimale entre deux doses. De même, la modification du calendrier des vaccinations chez les populations avec séroprévalence. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir s'il y a une urgence liée à d'autres variants et comment les vaccins que nous avons maintenant vont réagir à cette nouvelle pandémie? Donc, dans ce contexte, on va parler de l'intégration et l'une des questions que l'on prend souvent, c'est l'intégration vers quoi? Est-ce qu'on parle d'intégration vers des services d'administration régulière où on se concentre sur les enfants, sur les personnes âgées? Bon, on va essayer de répondre à ces questions. Premièrement, je pense que c'était très clair lors du sondage. Quelles sont les premières raisons pour l'intégration? Premièrement, bien évidemment, il y a une raison épidémiologique car à l'avenir, il y aura des vagues du COVID et il y aura des rappels pour le groupe à risque. Moi, je ne parle pas de la population en général dans ces cas. 85% de répondants ont déclaré que la durabilité est au cœur de leur pensée. Il faut avoir le plus grand nombre de personnes vaccinées. Cela coûte
bien évidemment de ressources. Les ressources et leur utilisation, 80% des répondants ont déclaré cette thématique au cœur de leur programme. On envisage de même comment être mieux préparé pour la prochaine pandémie. Et finalement, il y a certains objectifs qu'il faut garder en tête à long terme, par exemple, le cours autour de la vie et les plateformes d'immunisation qui constituent une excellente opportunité pour nous mettre en ligne avec les services d'immunisation IA 2030. Et qu'est-ce qu'on veut dire par intégration? Comme je l'ai déjà dit, la question ne s'est posée un nombre de fois. Intégration vers quoi? L'intégration peut se comprendre de différentes façons. On peut utiliser le mot diffusion massive pour les améliorations de la vaccination COVID dans les systèmes de santé. Donc, à l'UNICEF, nous avons proposé cette définition, l'adoption de la vaccination COVID dans les services d'action nationaux de santé, dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité et la durabilité des programmes et améliorer la demande et la satisfaction des utilisateurs, atteindre une couverture satisfaisante et aborder les inégalités. Et quelle est la situation? La situation par pays, on sait que ce n'est pas noir ou blanc, on sait qu'il n'y a pas un point d'intégration à 100%, on sait que c'est un processus, un contenu où il y a plusieurs opportunités où l'intégration peut venir s'inscrire. Et basé sur le bureau MRO, ils ont lancé un sondage en septembre 2022. Ils ont essayé de comprendre quelle est la situation actuelle en ce qui concerne les pays qui ont donné des réponses. En déclarant si le vaccin COVID a été intégré dans les programmes nationaux d'immunisation, mais de même dans les directives. Et il demandait également une vaccination de masse. Et nous pouvons voir, d'après les résultats, qu'à peu près 55% des cas, cela a été intégré à 100% dans les installations PHC. Et même si l'intégration est à 70%, cela ne se passe que pour les services d'immunisation. Nous pouvons même voir le mappage des 14 pays participants. Vous pouvez le voir à droite. Vous pouvez voir les pays intégrés avec installation PHC. Et dans la deuxième carte, vous pouvez voir les systèmes d'immunisation nationale. Donc, en gros, l'intégration se passe à plusieurs étapes, mais c'est un mouvement organique qui s'est fait naturellement. Dans ces contextes, il y a eu une demande. Et aujourd'hui, je parle au nom de ces deux organisations. Nous avons créé un groupe pour développer des directives qui vont donner des considérations et des directives pour les pays et comment ils doivent appliquer l'intégration. Et qu'est-ce que nous proposons dans le cadre de ces directives? Bon, ces directives sont disponibles en 4 langues, anglais, espagnol, français et portugais, et c'est d'ores et déjà disponible dans les liens que vous avez tout en bas de cette diapositive. Donc, premièrement, on parle de l'intégration et il y a 2 outils qui s'inscrivent dans ces documents qui sont intéressants pour le pays. Premier outil, c'est une évaluation sur l'intégration. Principalement, c'est une checklist, vérifier si les choses sont prêtes ou non ou pas, voir ce qu'il est nécessaire à faire. Et deuxième, comment les pays sont en train d'intégrer la vaccination COVID. L'idée, c'est de ne pas savoir un exercice théorique, mais plutôt d'avoir des évidences sur ce qui se passe sur le terrain, qui nous aideront à avoir des innovations qui vont venir renforcer notre système. La deuxième étape, c'est la planification et le développement d'un plan d'intégration. Nous avons 4 piliers à prendre en considération à cet égard. Premièrement, c'est la définition d'une politique nationale pour la vaccination du COVID-19 qui va avoir besoin d'un rappel. Deuxième,
et identifier les autres interventions associées au COVID-19. Qui va livrer ces vaccins, peut-être une installation d'une institution de santé, des campagnes de vaccination, et finalement identifier les actions clés qui doivent être faites à court terme pour rendre ces objectifs possibles. Donc ici, je vais me pencher sur le A, la définition, définir une politique nationale, et notamment pour les premières doses et les doses de rappel. On peut utiliser des échéanciers hétérologues, mais nous pouvons quand même utiliser un mix and match, ce qu'on appelle des échéanciers variés. Ici, nous voyons les différents vaccins qui sont disponibles avec les recommandations de la Organisation mondiale de la santé. Et vu que nous savons que l'utilisation des vaccins inactivés lors de doses de rappel ou des doses primaires ont un faible taux d'immunité. Je voudrais renforcer également l'idée que les vaccins qui essaient de contenir les variants disponibles maintenant ne pourront être utilisés qu'en tant que doses de rappel. Elles ne sont pas utilisées, elles ne sont pas autorisées aujourd'hui pour être utilisées comme doses primaires. Une minute de plus. OK, parfait. Je ne vois pas la diapo, mais bon. Ici, il n'y a pas de recommandation en ce qui concerne le doseur de rappel pour les personnes de moins de 12 ans, notamment s'ils ont un système immunitaire engagé. Et la co-administration, et pour ces thématiques, cela a été déterminé que tout vaccin peut être administré chez les adultes, des adolescents, en même temps que le vaccin contre le COVID-19. Je parle de l'influenza et d'autres vaccins. Mais de même, quelles autres interventions peuvent se passer en même temps que la vaccination contre le COVID-19? Et aujourd'hui, on va entendre les témoignages à cet égard. Par exemple, au Panama, l'influenza et le COVID, comment ça se passe? Au Sri Lanka, par exemple, ils utilisent la vaccination chez les enfants pour pouvoir donner d'autres vaccins. Au Cambodge, par exemple, on va entendre leurs témoignages sur une phase pilote et au Nigeria, où les vaccins sont administrés en fonction de l'âge. Et finalement, je voudrais souligner que ces directives comprennent également de nombreuses options sur comment livrer ces vaccins COVID. Il y a plusieurs modes, campagnes, de vaccination de routine, et il y a des innovations qui se sont passées récemment afin d'identifier et cibler la population adulte. Et je dis cela car l'avenir de la vaccination COVID porte principalement chez les adultes, notamment les personnes à haut risque, les personnes avec maladies chroniques, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et finalement les personnes enceintes. Donc, il faut s'engager avec d'autres programmes comme les maladies telles que le VIH et travailler avec les programmes qui font un suivi pour la grossesse afin de cibler ces populations à l'avenir. Je ne vois pas l'écran, mais bon, je peux la commenter. Et ici, c'est le renforcement de l'idée. En fait, lorsqu'on parle d'intégration, on parle de co-livraison et il faut aller au-delà de cette conception. Il faut penser à comment les pays intègrent d'ores et déjà la vaccination, par exemple, le système de données numériques, l'engagement de la communauté, génération de demandes, les chaînes d'approvisionnement, la chaîne à froid et la planification et le financement. Par exemple, au Yémen, ils ont utilisé
ils ont été en mesure d'approvisionner le vaccin COVID à travers des influenceurs fiables. Et finalement, il y a d'autres voies pour la planification et le financement. Par exemple, le Rwanda qui regarde de près quelles sont les ressources nationales disponibles pour la vaccination du COVID. Donc, je vais m'arrêter ici car je pense que c'est intéressant d'entendre le témoignage des pays et ensuite on va poser les questions. Merci. Merci, Alba. C'est une excellente présentation pour débuter cette présentation. Donc, je suis ravie de donner la parole à Dr. Boravi du Chai Cambodge qui va parler de l'intégration avec l'approche NCD au Cambodge. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat. On va essayer de les répondre via la rubrique questions-réponses. Donc, Dr. Boravi. Merci, Diana. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour à tout le monde. Je suis conseillère médicale au Cambodge. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des meilleures pratiques utilisées dans mon pays pour l'intégration du COVID-19, notamment pour les programmes d'immunisation. Donc, ici, voilà les thématiques qu'on va évoquer. Premièrement, on va parler d'une intervention pilote pour le COVID-19. Ensuite, on va parler de la co-livraison de vaccins contre le COVID-19 et ces interventions, quels ont été les obstacles et comment nous avons fait la transition de la phase pilote vers le déploiement. Et derrière, les principaux messages. Docteur Boravi, on entend, on a du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez parler plus près du microphone? Oui. OK. Donc, nous, nous avons donc, nous avons plusieurs groupes ciblés par la vaccination COVID. Nous avons les travailleurs indispensables, les personnes âgées, les adultes, les femmes enceintes, les enfants de 12 à 17 ans, de 6 à 11 ans et entre 3 et 5 ans. Et nous sommes en train de mesurer la participation de la communauté à des fins de vaccination. Nous avons vu que la dose de rappel s'est arrêtée et ceci est à prendre en considération par le gouvernement. Suivante présentation, s'il vous plaît. Le gouvernement a déclaré que la vaccination contre le COVID-19, c'est le seul moyen de lutter contre la maladie. Nous avons un programme d'implémentation. La première phase se passe sur 8 grands sites de vaccination dans 2 provinces. Et ensuite, il y a une période de dépistage entre les personnes âgées de 40 ou moins de 40 ans. Ensuite, nous avons
analyser les données en provenance des institutions de santé. Les travailleurs communautaires au Cambodge, ils ont été formés pour venir soutenir la communauté dans les activités de vaccination. Ces pilotes comprend 7500 individus, 40%, dont 40% éligibles, c'est-à-dire 19 000 adultes. Lors de la livraison dans l'institution de santé, dès la dose de rappel, le VHSG, l'équipe de soutien VHSG a été recrutée et cela a donné 45% des patients traités. On a eu une réponse positive à ces modèles. Et l'intégration du COVID-19 à l'avenir a été bien acceptée. De même, on souhaiterait venir appuyer ou venir intégrer davantage le vaccin pour qu'il devienne la routine. Mais de même, nous savons, en ce qui concerne les ressources, nous savons planification, budget, pédagogie, et nous allons avoir davantage de ressources en ce qui concerne le test. Et nous avons les capacités de développement et de gestion des données. En ce qui concerne la capacité de développement, nous avons une capacité des ressources disponibles nécessaires à continuer à bien nos opérations. De même, on a besoin d'avoir davantage de services de nature à avoir de nouvelles intégrations. Nous avons de même des informations nous souhaitons venir appuyer les patients de nature à avoir une intégration beaucoup plus précoce. En ce qui concerne le rapport, c'est un sujet assez important car nous devons avoir les données complètes sur les personnes qui sont en train d'enregistrer les données. En ce qui concerne les défis observés, principalement, nous avons une limite pour le financement des acquisitions de services qui ne sont pas encore disponibles, car les systèmes décentralisés ont un budget limité et on n'a pas encore investi assez à cet égard, et c'est quelque chose qu'on essaie de changer. La phase pilote, on comprend le financement pour la communauté, qui n'a pas été durable à long terme. De même, on souhaiterait investir sur d'autres projets en partenariat avec le gouvernement et plusieurs institutions de santé n'ont pas le service complet au moment de la phase pilote. Et parfois, nous avons un approvisionnement faible ou lent. Vu
que nous ciblons un nombre de personnes, un grand nombre de personnes, et les tests sont beaucoup moins fiables de ce qu'on s'était entendu. Notamment, tous les programmes pour la vaccination COVID, l'objectif précoce a été nécessaire, donc on va se concentrer sur la surveillance pendant la phase pilote. Nous n'avons pas de financement supplémentaire assuré par le groupe de soutien de la direction de la ville, le VHSH, ce qui a résulté dans une participation assez limitée. Et nous souhaiterons avoir ces budgets disponibles pour la participation. Le budget a été assez limité, mais nous allons travailler cette dimension pour améliorer la participation de la province. Suivante. Alors, quels sont les plans pour faire la transition de la phase pilote vers l'implémentation? Le gouvernement est en train de faire des investissements pour venir renforcer les services dans les secteurs publics à travers un projet nous allons évaluer quel est l'avenir de l'intégration et des services à partir de l'investissement qui sera fait, c'est-à-dire 150 millions. Et à l'aide de la Banque mondiale, le gouvernement obtiendra une aide, une amélioration qui devra par la suite améliorer la capacité de fournir de l'aide au Cambodge. Mais de même, en ce qui concerne l'approvisionnement des sachets, nous allons l'inclure au niveau des communautés et traitements, et nous allons essayer de remonter et intégrer les services à faible coût. En ce qui concerne le vaccin COVID-19, on est en train de développer un système d'immunisation de nature à l'intégrer dans la livraison du service. Et pour l'avenir, maintenant, on envisage de rendre la vaccination COVID-19 routinaire avec les campagnes de vaccination de routine dans les systèmes de santé afin d'assurer la stabilité du système de santé et améliorer les traitements en général. Le Cambodge, maintenant, est en train de développer une politique visant à définir et à renforcer les services et de même aider à améliorer le modèle d'intégration. Actuellement, nous avons la dimension de dose de rappel qui va augmenter, elle va devenir beaucoup plus importante. Et de même, on essaie de fournir des services de qualité qui sont à portée de main de tout le monde. Nos bailleurs constituent un pilier essentiel. Et cela s'inscrit dans la politique de participation des communautés où nous allons définir le rôle de toutes les personnes. Notre rôle est de venir appuyer davantage. En ce qui concerne le partenariat, nous avons le soutien des partenaires pour le déploiement du vaccin, ainsi que l'intégration du vaccin, avec des partenaires tels que l'OMS, l'UNICEF, qui vont venir nous aider à améliorer et élargir la portée du vaccin COVID-19.
Et bon, on va continuer avec les financements en continu pour poursuivre notre fil rouge en ce qui concerne la vaccination COVID. Voilà la dernière diapositive de ma présentation. Quelles leçons nous avons appris? Le COVID-19 a été un moment, une excellente opportunité pour cibler les populations adultes. Et cela nous a aidé à évaluer la capacité du gouvernement à aborder des problématiques à tous les niveaux de la société. Merci de votre attention. Merci énormément, docteur Aboravi. Et merci énormément pour votre présentation. Nous avons 10 minutes pour les questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main. Si vous avez des questions, je pense qu'on peut répondre à 2-3 questions, mais bon, je vois déjà que nous avons 3 questions dans le chat. Donc, docteur Boravi, je vais lire les questions comme ça. Vous pouvez les écouter, mais de même, vous pouvez les lire via le chat. Donc, une question parlait sur le manuel de service PHC qui a été envisagé dans l'intégration de la vaccination COVID. Vous avez parlé des diagnostics, des traitements NCD, mais peut-être que vous pouvez parler sur les autres services manuels qui sont envisagés. Et peut-être que je me permets de rajouter et rejeter des directives qui n'ont pas été validées. Oui, oui. Désolée, je n'ai pas trop bien compris votre question. La question est quel est le mécanisme de surveillance et contrôle dans les systèmes de surveillance au Cambodge, si on peut le dire de la sorte, mais en général, comment vous faites la surveillance suivie des activités? Et la dernière question est quelles sont les maladies NDC et qui sont analysées? On parle aussi de dépression artérielle, mais bon, quelles sont les maladies non transmissibles ciblées pour être dépistées dans le village? Bon, premièrement, je voudrais dire que cette phase pilote est déployée au niveau de Provence, notamment pendant la période COVID-19, où nous avons effectué un travail de surveillance pour identifier les personnes à haut risque, notamment les personnes de 40 ans et plus, et qui sont encouragés à se faire dépister pour la haute pression artérielle, de même que un dépistage des niveaux de glucose dans le sang. Et pour ajouter, et ça répond à la question, la première, la troisième et deuxième question. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de la surveillance et suivi de ces mécanismes de la AFI? Oui, donc je vais parler plus sur la surveillance suivie. Bon, ces deux activités, pour ces deux activités, nous avons une équipe au niveau de Provence où la supervision est effectuée par cette équipe. Ils, ils vont venir faire suivi des activités COVID pendant la phase pilote. Lors de la campagne, ils sont établis.
un certain flux pour l'administration de vaccins. Ils sont un peu dans une position privilégiée. Où on peut s'entraider entre collègues, notamment pour les collègues qui travaillent dans les provinces à côté. Et on peut se renseigner par rapport aux pratiques de surveillance. Est-ce que je peux donner plus d'informations après ou je dois répondre maintenant? Oui, si vous n'êtes pas la personne adaptée pour donner des réponses, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, si vous souhaitez donner des informations supplémentaires, peut-être demander à un de vos collègues au Cambodge, vous pouvez le faire et ensuite écrire votre réponse à l'aide du chat. Donc, je pense qu'il y aura d'autres questions, mais on va continuer. Et on va donner la parole. Si vous avez des questions aux participants, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Et ensuite, on va continuer avec la suivante présentation. Merci beaucoup, Dr. Borabi. Donc, la suivante section va être parlée en espagnol, mais bon, l'interprétariat va être assuré en français. Sinon, vous pouvez écouter l'interprétariat en anglais ou en français. Donc, un petit rappel, cette présentation vous sera partagée, enregistrée à la fin de la session. Et je vais donner la parole à Dr. Gladys. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, super. Donc, bonjour à tout le monde. Je souhaiterais premièrement remercier l'opportunité de participer ici. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qui concerne la pandémie COVID et comment ça se gère dans mon pays. Alors, la pandémie en Colombie, diapositive suivante. Alors, voilà la chronologie du plan national de vaccination contre le COVID à jour. Ici, nous avons commencé avec l'exploration du marché face aux nouvelles technologies, face à tout ce qui était inclus dans la pandémie. Nous avons eu des conversations et des accords à travers un comité d'évaluation qui va prendre les décisions et va émettre des recommandations basées sur, premièrement, l'acquisition des biologiques, c'est-à-dire quels sont les plus viables en quelque sorte pour le pays, quels sont les avantages, quels sont les coûts, toutes les études pour bien déployer ces vaccins dans notre pays. Nous avons fait un accord commun avec le groupe d'experts et avec les mécanismes bilatéraux et COVAX, car nous avons reçu de même des vaccins à travers des donations. Ensuite, le pays fait un processus de capacitation des personnels. À peu près 62 000 professionnels ont été formés de façon rapide. C'était quelque chose de nouveau car la pandémie était une dimension tout à fait inédite. Alors, ces composants biologiques, l'application et toutes les problématiques en matière de logistique, livraison, cela a été assez compliqué. Ensuite, le renforcement de la chaîne à froid. Et nous avons fait des grands efforts dans cette direction dans tout le territoire colombien. C'est-à-dire, nous avons approvisionné tout le matériel pour donner un service optimal à la population en ce qui concerne la vaccination contre le COVID-19. À cette époque-là, nous avions 1727 points de vaccination permanents. Cela a été une équipe qui a travaillé 24 heures sur 24, presque, pour attendre l'immunisation dans notre pays, dans le plusieurs territoires colombiens. Notre plan national de vaccination a commencé avec 2 phases. Ça
étapes. La vaccination s'est faite de façon progressive. Nous avons commencé avec les groupes ciblés, notamment le personnel de santé, car c'était ce personnel de santé qui était en train d'assurer les services de santé, notamment l'hospitalisation et les soins primaires. De même, nous avons eu les normatives. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le pays va prendre des décisions en prenant en compte les normatives disponibles et accessibles à tous les citoyens. Tout ce qui a été fait, ce qui s'est fait jusqu'à maintenant en matière de santé est disponible à travers ce qu'on appelle les actes normatifs. Pour nous, c'était également important une table de coordination permanente où nous allons trouver tous les alliés du système. Ces dernières, ce sont des représentants disponibles dans chaque partie du territoire, notamment le personnel de santé. Et pourquoi faire? Bon, de nature, avoir un plan national de vaccination efficace au niveau national. Et l'objectif principal, c'était de vacciner en entier la population colombienne. Et peut-être que vous ne le connaissez pas, mais nous avons des zones très rurales. C'est pour cela que nous avons créé une proposition de vaccination différente en ciblant ces populations rurales. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problématiques d'accessibilité, des problématiques géographiques liées à l'emplacement de ces territoires. Donc, on a décidé de vacciner. On n'a pas déployé les mêmes phases dans ces zones rurales. Ça a été différent par rapport aux villes. Et nous savons que chaque partie de la population a des particularités différentes en fonction du territoire. Et le 31 octobre 2021, nous avons pris la décision de vacciner tous les enfants dans notre pays à partir de 3 ans, entre 3 et 11 ans. Notre pays a effectué hebdomadairement les systèmes de surveillance de vaccination à travers des postes de vaccination avec des campagnes hebdomadaires avec tous les systèmes de santé. Nous avions 1200 personnes qui se rassemblaient de partout dans le pays pour venir se faire vacciner. Nous avons ciblé les municipalités avec un taux de vaccination inférieur à 60%. Nous avons travaillé avec plusieurs ministères du gouvernement, le ministère de l'Éducation, des Affaires étrangères et tous les alliés du système. Pourquoi faire? Et bon, pour cibler toute la population colombienne, actuellement, nous allons faire un système de réconciliation de la méthodologie pour la vaccination COVID. Et nous aurons bientôt l'adoption permanente de la vaccination COVID dans notre pays. Alors, qui ont été les secteurs les plus importants lors de cette pandémie? Bon, c'était les personnes qui ont vacciné les personnes. Voilà quelques images qui illustrent l'obstacle, la difficulté de vraiment surmonter les obstacles pour la vaccination COVID, pour accéder aux différents emplacements géographiques assez ruraux. Mais bon, on a réussi à déployer notre vaccination. Alors, la transition du plan national de vaccination COVID à large échelle. Alors, nous avons notre programme d'immunisation. Nous travaillons sur ces documents pour le déploiement du vaccin COVID pérennisé. Et nous sommes en train de les travailler. Nous avons, pour retravailler cette approche, nous avons éliminé de phases, priorisé l'utilisation des équipements exclusifs. Et là, nous avons de même établi une règle de redistribution en ce qui concerne les matières biologiques, car dans notre plan national, c'est fait au besoin de la population ciblée. C'est-à-dire le processus de livraison est indépendant
des décisions ministérielles. Et de même, la définition des groupes de population pour cibler les populations spécifiques contre le COVID-19. Donc, voilà la progression par zone géographique du plan national de vaccination. Nous avons la coordination, planification et programmation, développement des capacités, les composants stratégiques, techniques et opératifs, la gestion des approvisionnements, la gestion de la chaîne à froid, les systèmes informatiques d'information et la pharmacovigilance. Alors, quelles étaient les réussites de ce système de déploiement de vaccination COVID pérennisé? La formation à 100% du personnel en matière de COVID-19. Pourquoi ce dernier est si important? Je pense que c'est une problématique présente dans tous les pays. Mais bon, nous avons des groupes spécifiques, des personnes qui sont assez formées pour le déploiement du vaccin COVID, qui sont inclus dans les programmes pérennisés. Nous sommes en train de peaufiner les directives pour faire l'inclusion de cette population dans notre plan national de vaccination pérennisé. Donc, la formation est assez importante, notamment pour le personnel. Et maintenant, pour nous, nous avons des dimensions spécifiques car les spécificités, les populations spécifiques et les zones géographiques, on se sont trouvés au cœur de la réussite de notre stratégie de vaccination. Et comme je l'avais dit, nous avons ciblé un territoire et nous avons donné priorité à ce territoire. Et oui, en effet, nous avons un système d'information qui est assez complet où nous avons tous les outils nécessaires. Mais pour les processus que nous avons éprouvés lors de la pandémie, nous sommes en train de nous améliorer pour avoir des informations à 100% en matière de santé. Et bon, c'est très important d'avoir cet outil informatif à travers lequel nous avons des rapports, des statistiques, absolument tout. Alors, une feuille de route pour les sociétés administrateurs de plans et bénéfices, ce qu'on appelle le EAPV, les erreurs en matière de programmation et les défauts de qualité. Maintenant, la phase 2 de l'opération de l'intégration. Il y a une couverture des territoires pour la vaccination, signalement des informations, suivi des matières premières, le contrôle des erreurs opératives et programmatiques. Alors, quelles sont les réussites de la couverture? Comme je viens de l'évoquer, les inverteurs des vaccins. Et ceci est très important pour nous car c'est disponible dans notre outil de données. Alors, pour la phase numéro 3, les suivis pour la gestion et l'intégration. C'est une ligne de base avec une auto-évaluation initiale. Nous avons un suivi et évaluation périodique du progrès du procès. Alors, les réussites, l'intégration de l'application du vaccin contre le COVID-19 dans les programmes PAI. Suivante. Alors, il est important de souligner qu'actuellement, nous avons 2423 points, dont 1800 aujourd'hui bénéficient d'un vaccin permanent COVID qui est appliqué de façon simultanée. Les variables associées dans les problématiques dans le progrès de la vaccination COVID-19, c'est-à-dire quelles sont été les contraintes en ce qui concerne la vaccination COVID-19. C'est l'accès difficile aux zones rurales et éparpillées dans le territoire.
la présence des problèmes associés aux conflits sociaux, la présence d'une population indigène, une population issue de la migration dans les départements ci listés. Ce sont des communautés importantes où nous avons observé une forte population migrante, un manque de continuité dans la formation, dans notre programme. Et la gestion de l'infodémie. L'infodémie, c'est quelque chose qui est travaillé au sein du ministère pour venir. C'est la mauvaise information sur la pandémie. Et Dr. Gladys, vous avez 2 minutes. Alors, les stratégies de vaccination, un conseil territorial pour générer des stratégies avec les alliés du système, créer des alliances stratégiques avec le ministère pour mener à bien la pédagogie auprès des enfants, renforcer les stratégies de communication, assez important pour vraiment cibler toute la population, l'intervention dans des endroits spécifiques, notamment pour les zones à forte population âgée, application de la dose de rappel, intensification de la vaccination des enfants entre 3 et 11 ans. Suivante. Alors, principalement, ce sont les couvertures de vaccination pour le COVID, 84,2% pour les premières doses, 72% pour les schémas complets de vaccination, 43% pour les premiers rappels et les deuxièmes rappels, nous avons 7%. Voilà où j'avais évoqué la chute dans le taux de vaccination dans notre pays, et principalement depuis le mois de juin ou d'août. Nous avons observé une baisse des doses appliquées. On est en train de retravailler cette approche. Ici, nous pouvons voir les populations issues d'un contexte migratoire. Et alors, la population de 70 ans et plus a un schéma complet, mais il manque la dose de rappel. De même pour la population entre 50 et 69 ans, de 30 à 49 ans. Et il est difficile l'application de la première dose de rappel ou de la deuxième dose de rappel. On est en train de retravailler cette approche. Et pour les femmes enceintes, on vaccine à travers du soin primaire de santé et à l'aide des campagnes de vaccination massive pour ciblant les femmes enceintes et les groupes de population qui ne sont pas atteints par la couverture attendue. Voilà, nous, on est en rouge en ce qui concerne la couverture jusqu'au 8 novembre. Nous avons des départements qui travaillent ardemment pour atteindre cette couverture de 72% et d'être en conformité avec les attentes du pays. Merci. Merci. Merci, Dr. Gladys. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou lever votre main si vous voulez poser une question à notre collègue colombienne. Et peut-être je peux vous poser une question. Vous avez évoqué au tout début de votre présentation la coopération avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Éducation. Est-ce que vous pouvez
développer un peu plus en ce qui concerne les efforts de coordination que cela a demandé. Et je vois de même Alba qui a une question. Et elle a posé une question, je vais la lire. Je parle pas je parle pas espagnol, mais je vais essayer de la lire. Elle dit, merci beaucoup pour la présentation. Serait-il possible de clarifier comment vous interagissez avec d'autres ministères, services pour attendre les groupes à risque? Bon, ça c'est une des questions? Oui, oui. Je vais aider également à l'interprétation. Donc, Donc, vous avez évoqué le ministère des Relations extérieures, le ministère de l'Éducation. Donc, on souhaiterait savoir comment ils euh, interagissent avec le ministère en ce qui concerne le financement. Et pour la deuxième question, comment vous interagissez avec d'autres services pour cibler les femmes enceintes? Vous l'avez déjà évoqué, mais notamment les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques. Quelle est votre stratégie? Par exemple, avec les maladies non transmissibles et ainsi d'autres. Bon, premièrement, nous avons des réunions avec le ministère de l'Éducation, euh, car à travers de ces ministères de l'Éducation, nous pouvons cibler la population ciblée par la population, par la vaccination. Je parle des enfants entre 3 et 6 ans qui sont ciblés par la campagne de vaccination ou les enfants qui sont déscolarisés. Nous créons des alliances avec ces ministères de nature à avoir une articulation entre les ministères qui permettra d'avoir une stratégie de vaccination réussite dans toutes les entités nationales. Alors, avec le ministère des Relations extérieures, on parle de la campagne de vaccination pour la population migrante. Comme vous le savez peut-être, dans notre pays voisin Venezuela, elle nous apporte plein de migrants et il faut faire des interventions opportunes. Donc, nous avons créé un census disponible dans les entités territoriales. Quand je dis entité territoriale, je parle de différentes villes dans notre pays. Donc, c'est dans ces villes que nous avons des campagnes de vaccination massive. Alors, pour le suivi, nous travaillons avec les EAPS, c'est-à-dire des sociétés et institutions de santé, avec qui nous travaillons et nous présentons une couverture de nature à savoir, de nature à créer des stratégies qui vont cibler la population non ciblée, en quelque sorte. Par exemple, les femmes enceintes. Un exemple, c'est une femme qui était enceinte, elle a accouché, maintenant elle n'est plus ciblée par le système, par la campagne de vaccination enceinte. Alors, donc, on se réunit avec les participants du ministère pour faire un suivi de cette situation et avoir des journées de vaccination nécessaires. Alors, pour le programme chronique à travers des systèmes de fournisseurs de services de santé, le pays a un programme chronique et c'est ici où nous avons créé les stratégies de vaccination et nous travaillons main dans la main avec Viper. Mais il est important de savoir, d'avoir des informations sur les personnes qui sont vaccinées ou pas. Ces informations sont disponibles dans ce système viral. Et bon, tous les jours, nous renforçons nos capacités car, bien évidemment, tous les jours, il faut continuer à travailler et avancer à nos fins. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je pense que vous avez répondu à ma question très bien, mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat.
ou à ouvrir votre microphone. N'hésitez pas à lever votre main. Et je ne sais pas si Dr. Boravi est toujours en ligne, mais bon, je pense que c'est une question qui peut être posée à toutes vous deux. C'est une question qui parle sur les stratégies de communication. Euh, je, je vais la lire. Au Cambodge ou en Colombie, nous avons un plan massif pour interagir et répondre à toutes les préoccupations liées au COVID-19 par le biais de divers canaux tels que les lignes d'assistance téléphonique, les médias sociaux, les agences de santé et, et les secteurs privés impliquant des sociétés de téléphonie et de télévision. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra impacter négativement les programmes en matière de mauvaises informations, de fausses informations disponibles? Peut-être que vous avez des commentaires par rapport à votre pays. Docteur Boravi, si vous voulez intervenir peut-être. Docteur Boravi, super. Donc, au Cambodge, nous avons un plan massif pour aborder toutes les préoccupations liées au COVID-19. De même, nous avons des volontaires et les secteurs privés impliqués. Nous disposons également de toutes les informations. Et toutes ces parties travaillent étroitement pour fournir les informations à toute la population et renforcer la crédibilité des informations. Mais de même, pour avoir tous les services, notamment le vaccin, et cibler les populations à risque. Mais je voudrais souligner le fait que euh, euh, le moyen de communiquer avec les populations, car je trouve ça assez important. Et comment divulguer les informations auprès des populations. Pendant la campagne de vaccination, car à un moment donné, nous offrons un service qui n'a pas de coût. Alors, le personnel arrive dans le centre de santé, le service est gratuit. Et si on a une bonne stratégie de communication, la- les gens seront ravis d'avoir accès à notre service. De même, nous avons plusieurs sondages à travers lesquels nous collectons le retour pour voir comment on avance en matière de COVID-19. Et en général, l'opinion est positive en ce qui concerne la vaccination. Et et les gens souhaitent être plus, avoir une approche durable de la vaccination. Et les gens sont satisfaits avec notre travail.
Et vu que les gens sont ravis avec le système de vaccination, ils se demandent si cette campagne de vaccination est disponible dans leur province. Donc, il y a l'avenir est assez prometteur au Cambodge. Merci. Maintenant, Dr. Gladys, on se tourne vers vous pour la prochaine question. Si vous voulez répondre par rapport à la communication sur le vaccin COVID-19, sur la mauvaise information, sur la sûreté, comment assurer un effet positif pour l'intégration. Et nous avons une question dans le chat qui dit est-ce que il y a est-ce qu'il y a est-ce que comment ça se passe l'intégration de la vaccination en Colombie en matière de coopération entre le ministère? Docteur Gladys, est-ce que vous avez besoin d'aide avec la traduction? Donc, première question, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en ce qui concerne la réponse de la Colombie avec les rumeurs, avec des informations qui ne sont pas basées sur l'évidence et comment ça peut impacter la vaccination COVID? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question porte sur un commentaire qui se trouve dans le chat. Peut-être que vous avez été en mesure de documenter votre coopération intraministérielle et comment avoir une approche durable avec cette articulation entre les ministères pour avoir une meilleure couverture de vaccination. Il y a un autre commentaire qui dit que ce serait intéressant de pouvoir documenter et partager votre expérience avec la population migrante et comment voir si ce programme de vaccination avec les migrants pour être inscrits dans le temps. Bon, pour la première question, nous, notre ministre, elle a la parole officielle devant les médias et et oui, bien évidemment, il y a eu de mauvaises informations en ce qui concerne le COVID partout. Mais il y a un ministre qui crée des communiqués officiels signés par les ministres et disponibles partout dans le territoire. Nous créons des campagnes sur les médias qui sont disponibles dans les 38 départements et districts dans notre pays. Voilà notre stratégie car la mauvaise information impacte bien évidemment le processus de vaccination. Et voilà ce qu'on a fait par rapport aux mauvaises informations. Alors, l'articulation avec les ministères. Bon, nous avons un processus d'articulation, d'alliance qui sont... Alors, qu'est-ce qui a été documenté? Et le résultat, principalement, c'est-à-dire notre articulation avec le ministère d'Éducation pour les campagnes de vaccination pour les enfants. Par exemple, comment nous avons réussi à travailler avec le ministère des Affaires étrangères. Toutes ces pratiques sont documentées, tous les suivis qui a été fait. Il y a une traçabilité de l'historique qui a été fait en partenariat avec le ministre. Et troisième, l'expérience avec les migrants. Bon, et bien évidemment, ici, le vaccin est disponible pour toutes les personnes qui se trouvent dans le territoire colombien, malgré, peu importe leur nationalité. Aujourd'hui, comme le vaccin va s'intégrer dans le programme de santé 2023, il y aura le processus d'acquisition du vaccin en complet, par exemple, tout
tous les systèmes d'acquisition et d'achat seront disponibles, notamment pour les biologiques. Mais bon, les biologiques sont, par exemple, pour le 2022, on était assez important et on essaie de voir quelle serait la population susceptible d'être vaccinée en 2023 et on essaie d'analyser ces informations pour créer des campagnes de vaccination en 2023. Merci. Merci, Dr. Gladys. On vous souhaite la meilleure des chances. Donc, il nous reste 3 minutes. Je vous invite à regarder le chat. Il y a 2 liens qui vous ont été transmis pour un tout petit sondage, pour voir votre retour sur ces sessions écho et les dernières. C'est très important pour nous d'avoir votre retour, décider comment on va procéder avec ces sessions à la fin de ces séries. Donc, on essaie de travailler avec vous. Prenez le temps, s'il vous plaît, de répondre à ce sondage. Ça vous prendra 3 minutes. Et je redonne la parole à Alba pour les commentaires de clôture. Merci, Diana. Donc, 2 diapositives. La première, c'est juste un rappel sur les ressources disponibles côté UNICEF et OMS disponibles. Donc, il y a les directives, les compendiums global qui visent à collecter les expériences à ce jour en matière d'intégration par pays. Et il y a de même un tableau qui fait un sommaire de recommandations de l'OMS en anglais et en français et bientôt disponible en espagnol. Et on est en train de développer une section questions-réponses pour les COVID-19, dont certaines réponses ont été déjà évoquées aujourd'hui. Et voilà les étapes à l'avenir et messages clés. Premièrement, le Cambodge et la Colombie nous ont montré que c'est l'heure de faire la planification pour notre vaccination durable à l'avenir pour la COVID. Et comment peut-on s'engager avec d'autres programmes relevants à niveau national pour les pays qui peuvent utiliser un troisième, le soutien Gavi. Bon, ces financements pourraient être utilisés à des fins d'intégration en 2023. Et à mesure que les pays commencent à intégrer l'intégration, l'OMS et l'UNICEF seront bien évidemment disponibles pour apporter soutien et directives. Et dernière, c'est une opportunité pour transformer l'expérience COVID en une opportunité d'apprentissage pour les vaccinations. Alors, on essaie vraiment d'avoir une approche d'immunisation. Merci beaucoup. Merci, Alban. Donc, dernière diapositive. Oui. Donc, juste pour savoir que la suivante session sera le mardi 13 décembre sur les systèmes de surveillance et données sur la vaccination COVID-19. N'oubliez pas à vous enregistrer avant l'appel et on essaie de... Bon, et premièrement, je voudrais remercier nos exposants aujourd'hui pour cette excellente présentation. Merci pour le temps de participer à cette réunion. Et les enregistrements seront bien évidemment disponibles dans le site que vous voyez sur votre écran. Donc, sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée. Bonne soirée, bonne matinée et on se donne rendez-vous au mois de décembre. Merci.